Les influenceurs, ils sont de plus en plus nombreux évidemment, ils jouent un rôle économique réel, mais sont-ils responsables? Faut-il les contrôler? Voilà le thème du débat avec mes invités. Je vous présente Tiffaine Neveu, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable influence Europe, Afrique, Moyen-Orient pour le Club Med. À vos côtés, Mohamed Mansouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur délégué de la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Le marketing d'influence, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour le Club Med? C'est assez récent. Ouais. On a officialisé le pôle influence au Club Med il y a maintenant 2 ans, parce que l'influence, ça existe depuis quelques années maintenant, merci les plateformes social media, mais il fallait poser un cadrage. On l'opère surtout en France, on est en train de cadrer beaucoup de choses, entre autres suite à notre implication au sein de la RPP, mais c'est un cadrage qui est global, c'est tant sur... je dirais le volet juridique, le volet fiscal, mais aussi déontologique, éthique. Ça va aussi sur la manière dont on perçoit et dont on va segmenter les profils. Donc tout ça, ça n'existait pas. Les objectifs que vous aviez auparavant, et là je parle d'il y a 2-3 ans, c'était très axé sur la visibilité. On parlait de reach. Tant qu'on avait un profil qui avait des centaines de milliers, voire même le million de followers, on allait dessus. Aujourd'hui, on est aussi capable de faire du business. Donc, on va plus porter, je dirais, une considération sur l'audience. Qui est-elle? Est-elle dans ma cible? Qu'est-ce que je peux faire avec cette audience? Est-ce qu'elle est rentable? Et dans ce cas-là, voilà, on amène un nouveau schéma et un nouveau cadrage qui vient donner sens, en fait, à toutes ces démarches. Et vous avez un exemple d'opération récente qui était vraiment destinée à encadrer et intégrer les influenceurs, des influenceurs? On en a plusieurs, parce qu'en fait, au Club Med, la segmentation nous permet d'avoir des profils qui sont des créateurs de contenu. Donc, on va travailler avec eux pour qu'ils nous fassent différents contenus sur la base d'un brief créatif. Et on a ceux qu'on appelle des KOL, des Key Opinion Leaders. Donc, c'est des leaders d'opinion. Vous en êtes un. On en a aussi beaucoup dans le B2B. Ceux-là ont plus vocation à nous aider sur un objectif business. Donc, en fait, recruter des nouveaux clients. Donc, en fonction de l'opération qu'on va avoir, la plus récente que j'ai, c'est de la création de contenu. On a ouvert un nouveau resort aux Seychelles. Et on a accompagné une famille d'influenceurs pour que sur place, ils nous créent du contenu incarné en famille dans le resort et qu'on puisse le récupérer dans un temps 2 et le diffuser sur l'ensemble de nos plateformes social media. Et vous avez aussi des grosses opérations où on envoie en effet plusieurs influenceurs et le but étant d'avoir une couverture médiatique et d'informer nos potentiels clients qu'il y a ce resort-là et qui sont les bienvenus passer des vacances à nos côtés. Alors, la mission de la RPP, œuvrer en faveur d'une publicité loyale, véridique, saine et respectueuse. Est-ce que ça a été compliqué d'appliquer ces principes finalement au marketing d'influence? Eh bien, comme vous le savez, donc, la RPP est une émanation de la profession publicitaire. On va retrouver donc les marques, dont Club Med fait partie, les agences, et aussi les médias, et aussi tous les acteurs de la chaîne de valeur, y compris les plateformes. Et c'était en 2017 où la profession s'est réunie à l'ARP en souhaitant adopter des bonnes pratiques de transparence et de loyauté applicables au marketing d'influence. Et c'est là où ces règles liées donc à l'identification du caractère publicitaire, qui est finalement un principe fondamental. On identifie la publicité comme telle pour la distinguer d'autres types de contenus, éditoriaux, tout ça. Ils ont souhaité donc donner les clés de compréhension, d'application de cette règle en justement posant donc les bases d'une transparence dans le marketing d'influence. Avec la création notamment d'une plateforme d'analyse des médias sociaux, c'est ça? C'est ça. On a fait beaucoup au préalable de pédagogie sur cette règle auprès des marques, des agences. Après avoir établi toutes ces séances de formation, d'information, de sensibilisation à la règle, la profession a souhaité mesurer le degré de conformité de cette règle, en fait, du respect de cette règle. Et c'est là où on s'est appuyé sur de l'intelligence artificielle, en fait. Donc on s'est adossé à des plateformes technologiques qui elles-mêmes déjà opèrent à grande échelle la relation marque-influenceur. Et on a co-construit avec ces partenaires des algorithmes qui identifient des contenus du texte à teneur commerciale. Par exemple, merci à nom de la marque, j'ai été invité par... Et tout ça, ça représentait 30 000 contenus qui nous ont été remontés automatiquement sur l'année 2020 et que nos juristes donc, ont analysé. Alors on peut prendre des cas d'école parce que vous avez des exemples de bonnes et de mauvaises pratiques. On a d'ailleurs des images pour les illustrer. Alors on commence je crois par les bonnes. Joséphine, qui est la productrice de l'émission, il faut que tu me donnes une clé. Donc voilà, une première, alors vous la voyez ici sur cet écran, un premier exemple. Alors voilà exactement ce que bonne prévoit... pratique. Tout à fait, bonne pratique. Ce que prévoit la règle, c'est effectivement une identification explicite et instantanée. Et on considérera donc que le recours
aux fonctionnalités prévues par les plateformes. En face, comme donc, ça, vous êtes face caméra. Super, donc que finalement les fonctionnalités prévues par les plateformes, ici partenariat rémunéré avec Moulinex France, donc fonctionnalité qui a été prévue par Instagram pour permettre une identification explicite et instantanée, remplit parfaitement cette obligation de transparence justement. Alors on va voir une mauvaise pratique, j'espère que vous allez me suivre en régie, parce qu'il faut qu'on avance un peu, donc un mauvais exemple. Alors là, c'est typiquement le recours à des termes étrangers comme ad, on a le hashtag ad. Alors effectivement, quand on travaille dans la communication, les médias, on sait peut-être effectivement que ad veut dire publicité, mais pour le consommateur dit d'attention moyenne, ad ne veut pas dire grand-chose, et donc du coup, le recours à ce mot dièse en français, hashtag, eh bien, n'est pas suffisamment explicite, comme le prévoit la règle, en fait. D'accord. Vous avez choisi au CumMed d'être présent au comité de suivi de cette plateforme. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que très honnêtement, on écrit aussi la suite. C'est un nouveau métier. Typiquement, moi, mon poste, c'est très nouveau, surtout chez les annonceurs. Ça se construit petit à petit. C'est très important pour nous, pour Club Med, d'autant plus que la valorisation des produits que l'on met à disposition des influenceurs, elle est quand même conséquente comparée à d'autres industries. On se doit d'avoir un cadrage, d'avoir des équipes qui sont dans cette déontologie. Et plus globalement, au Club Med, l'équipe RSE et l'éthique, ça fait partie aussi de l'ADN. Donc c'était aussi important qu'à ce niveau-là, on considère l'audience finale. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, même si effectivement c'est un levier de publicité récent, de dire on arrête avec tel influenceur parce que finalement le message n'est pas suffisamment clair, on s'est biaisé, on est en train de tromper nos clients? Alors on est honnêtement à chaque fois en test and learn avec beaucoup, donc c'est-à-dire qu'on va tester des choses. Si on sent que ça ne passe pas ou qu'on n'est pas à l'aise, on est capable d'arrêter une collaboration. Tout comme... Même avec un influenceur, pardon de vous interrompre, mais même avec quelqu'un qui effectivement pèse très lourd, quoi. Ah mais bien sûr. Alors en fait, on n'a pas d'agence pour le moment au Club Med. On n'en veut pas parce qu'on veut garder le lien avec les influenceurs. On les rencontre, on prend des petits déjeuners avec eux, on fait connaissance avec eux. Et on arrive à comprendre et à cerner beaucoup de choses. Et c'est là la force de l'humain, peut-être plus que la partie digitale. Donc on arrive à anticiper certaines sorties de route. Et donc c'est ça aussi le point, c'est que demain, on se doit d'être bon, mais par contre, si on sent que ça ne va pas le faire, le client final est la priorité, donc on arrête. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Enfin, c'est très clair, peu importe le million, etc. C'est considération de mon client et surtout des consommateurs finaux. Les mauvais comportements, Mohamed Mansouri, ils viennent plutôt d'une multitude de petits influenceurs, ou alors il y a aussi des influenceurs qui ont des millions et des millions de followers et qui font un peu n'importe quoi. Alors c'est un des enseignements de l'Observatoire, effectivement, sur la règle de transparence, le fait de dévoiler l'intention commerciale. Effectivement, la grosse part des manquements est davantage le fait de petits influenceurs, moins de 10 000 abonnés. Effectivement, chez ces influenceurs, on a constaté que près de 43% des communications commerciales n'étaient pas identifiées comme telles. De là, on en a tiré un enseignement qui est un enjeu pédagogique en fait. Parce que finalement, plus l'influenceur est gros et plus il a une forte communauté, par exemple typiquement chez les plus de 1 million d'abonnés, le taux de manquement descend à 12%. On a tiré comme enseignement que finalement, plus on se professionnalise, plus on connaît la règle. Donc il y a un vrai enjeu pédagogique et c'est donc une des raisons pour lesquelles en fait le certificat d'influence responsable, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, a été lancé. Oui, parce que alors, effectivement, notre observatoire, il y a ce chiffre qu'on a trouvé qui correspond à ce que vous venez de dire. Plus d'un quart des influenceurs cachent leurs partenaires commerciaux. C'est ça, absolument. C'est quand même, c'est beaucoup, plus d'un quart. Donc ça veut dire qu'il y a soit une mauvaise intention, soit une mauvaise information et que la pédagogie est importante. Et puis alors peut-être cet autre chiffre sur ce que ça représente, le marché mondial du marketing d'influence, il a été estimé l'an dernier à près de 10 milliards de dollars quand même, 9,7 milliards de dollars. Et j'imagine que c'est encore en train de monter en flèche. Oui, tout à fait. C'est un enjeu effectivement pour les marques que de recourir au marketing d'influence, qui est un vrai levier effectivement de performance et de visibilité. Alors donc vous vouliez parler du certificat. Oui, alors c'est quoi ce certificat ? La réponse, effectivement face à ce constat finalement, on a effectivement trois quarts des contenus qui sont identifiés comme tels, et cet enjeu pédagogique, ce qu'ont souhaité les professionnels, c'est de lancer cette démarche de certification, le certificat de l'influence responsable, dont le premier objectif est finalement de former, de sensibiliser
les influenceurs au cadre légal et éthique, leur permettre de se différencier auprès de leurs audiences, de mieux maîtriser ce cadre, mais aussi auprès des marques. Comme vous venez de le signaler, effectivement, il y a un enjeu aussi pour les marques de brand safety, de s'assurer de collaborer avec des influenceurs qui maîtrisent un socle de règles. Oui, parce qu'il peut y avoir un effet boomerang, évidemment, pour une marque. Mais alors, je retourne l'argument. Est-ce qu'un influenceur qui dit « je fais de la pub », est-ce qu'il perd de son influence auprès de ceux qui le suivent ? C'est un peu le point de bascule encore aujourd'hui, et j'espère qu'on arrivera à aller du bon côté. C'est qu'il y a beaucoup dans l'écosystème des consommateurs, encore, même si c'est à la marge, beaucoup de gens qui se disent, quand on voit ads, donc maintenant sponsorisé, en partenariat avec, du coup il essaie de me vendre quelque chose. On y perçoit une intention pas très saine. Alors qu'à l'inverse, nous, on a envie de dire justement, prenez ça pour c'est un bon point, ça veut dire qu'on vous considère, c'est pas une arnaque, on vous cache rien. Alors oui, il y en a qui le cachent encore aujourd'hui pour essayer de gagner en authenticité, alors que ça ne l'est pas. Donc en fait, on essaie juste de simplifier, mais afficher vos collaborations, et en fait, tout le monde sera sur un pied d'équilibre, et on trompe personne. Le marketing d'influence, c'est censé être sain. Il n'y a pas de... Oui, mais le point de départ, quand même, c'était de se dire, je vais chercher le retour d'expérience d'un monsieur ou madame lambda et qui me dit c'est bien ou c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir du moment où on est rétribué, forcément, le regard est un peu différent. Alors oui et non. Alors après, je parle uniquement au nom du Club Med. Oui, quand on envoie des influenceurs dans un resort Club Med, évidemment, ils sont rémunérés. Et évidemment, on leur dit, vivez l'expérience. Nous, on fait des briefs qui sont très simples. C'est vivez l'expérience. Il y a 2-3 enjeux à mettre en avant. La famille, les expériences sportives, etc. Le reste, en fait, vivez l'expérience, mais de vos propres centres d'intérêt, comme vous la partageriez si vous n'étiez pas rémunéré. Évidemment, ils vont mettre en avant que ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ils vont rarement en parler. Néanmoins, ils vont nous en parler à nous. Mais par contre, ils ne vont pas surjouer quelque chose qui n'a pas la valeur qu'ils n'auraient pas partagée d'eux-mêmes sans être rémunérés. Donc, il y a quelque chose de très transparent. Ouais. Il y avait urgence à cadrer. Dernier mot, il nous reste 30 secondes. Tout à fait, dans la mesure où, effectivement, le fait d'être transparent renforce le lien de confiance qu'on peut avoir avec les audiences. Il y avait urgence, effectivement, pour rebondir, mais il y avait urgence, effectivement, à intervenir dans la mesure où, clairement, les mauvaises pratiques nuisent à l'image du secteur tout entier. Et très vite, la profession a souhaité permettre, justement, à la fois un rayonnement des règles déontologiques, règles légales auprès des influenceurs et surtout pour préserver le marketing d'influence éthique et responsable des dérives qu'on a pu malheureusement constater récemment, effectivement. Et on peut terminer par un cocorico, puisque la France est quand même pionnière, ou en tout cas à la pointe de cette démarche pour créer une influence responsable. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur.